Vous vous souvenez de cette vidéo dont je vous parle depuis des mois sur cette chaîne, depuis que j'ai créé ma chaîne finalement? Et ben enfin là aujourd'hui je vais enfin vous parler du Japon. Alors c'est vrai que maintenant j'ai une pression parce que je me dis, imagine ils ont attendu cette vidéo depuis des mois et qu'au final c'est de la merde et que finalement ils aiment pas et voilà. Donc j'ai un peu une pression aujourd'hui, je vous avoue. Et pour faire cette vidéo je vous ai fait une sélection de 4 livres et je vais aussi vous parler d'un film. 4 livres mais que j'ai classé par ordre de préférence, donc de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Il y en a que j'ai vraiment pas aimé comme livre, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein. Il y en a qui peuvent être très bien. Et je vais aussi vous parler d'un film qui s'appelle Le Dernier Samouraï, que peut-être vous connaissez et qui est disponible sur Netflix si vous jamais vous avez envie de le voir. Dans cette vidéo on va avoir du roman de mœurs, on va avoir aussi de l'historique, on va avoir du fantastique, et on va aussi avoir de l'imaginaire, de la romance. Enfin bref, tout est permis dans cette vidéo. Donc pour vous emmener au Japon, je vais vous parler d'un premier livre qui s'appelle Je suis un chat de Natsume Soseki. Ce livre, il a quand même le mérite que je vous en parle, même si je l'ai pas du tout aimé, parce que déjà, premièrement, c'est un auteur japonais qui l'a écrit, donc déjà lui, il sait de quoi on parle, et deuxièmement, parce que on a quand même une grande ouverture sur la culture japonaise avec ce livre. Et comme je vous l'ai dit, c'est un auteur japonais qui l'a écrit, donc c'est un auteur qui sait de quoi il parle. Ce n'est pas un auteur français qui parle de la culture japonaise, on a une aperçu de la culture japonaise à travers un auteur japonais. Donc dans ce livre, on suit un chat sans nom, on ne sait pas comment il s'appelle ce chat, donc c'est un chat qui raconte son histoire. L'avantage de ce chat, c'est que un chat ça se faufile dans une maison, donc on va avoir un aperçu de la vie de ses maîtres mais aussi des amis de ses maîtres. On va assister à de longs dialogues, notamment c'est pour ça que j'ai détesté ce livre. Les dialogues à rallonge c'était pas possible, mais au travers des échanges des maîtres et de ses amis, on va quand même avoir un aperçu de la culture japonaise et des pensées japonaises, notamment à une ère mythique pour le Japon qui est l'ère Meiji, donc c'est grosso modo, je dis bien grosso modo, hein, on va pas faire cours d'histoire ici, la période où le Japon s'ouvre aux autres nations. Donc c'est là où le Japon va avoir accès à d'autres cultures que la leur, quoi. Et c'est un peu là aussi où toute cette culture des samouraïs, tout ça, va commencer à disparaître, d'où le film que je vous parlais après, Le Dernier Samouraï. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, honnêtement je l'ai lu il y a 4 ans. C'est un livre dont je me garde un mauvais souvenir, mais petit à petit je me dis que ça valait quand même le coup de le lire pour avoir un aperçu de la culture japonaise. Donc je vais pas vous blablater plus que ça sur ce livre parce que honnêtement j'ai pas d'avis à donner. C'est-à-dire que je l'ai pas détesté non plus, mais c'est-à-dire qu'il m'a laissé complètement différente. S'il y a vraiment un avis négatif à donner, c'est que pour moi les dialogues à rallonge c'était pas possible quoi. Quand vous avez une conversation qui se passe sur 10 pages, en bout d'un moment vous décrochez, mais je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Mais il a vraiment le mérite d'exister, il a vraiment le mérite d'être lu pour avoir un aperçu de la culture japonaise avec l'art Meiji par un auteur japonais. Donc rien que pour ça, foncez et lisez ce livre si ça vous penche. Donc vu qu'on parlait de l'art Meiji avec Je suis un chat, pour moi il est tout naturel de continuer cette vidéo en vous parlant du film Le Dernier Samouraï, qui est une production américano-japonaise réalisée par Edward Zwick, j'espère bien le prononcer, qui est sorti aux États-Unis en 2003 et en France en 2004. Et même si ça commence à dater un petit peu, franchement pour moi ce film n'a vraiment pas pris une ride, il est vraiment grandiose. Honnêtement, moi qui aime bien les films historiques, même s'il est long parce qu'il dure quand même 2h40, on voit pas les minutes passer. C'est vraiment un film que j'ai adoré regarder. Franchement, c'est un de mes films historiques préférés. Sachant qu'à la base, je suis pas très branchée culture japonaise, hein, il faut savoir. Donc quand j'ai lu ou vu ces livres, c'était vraiment pour essayer d'avoir un aspect de la culture japonaise, et sachant que je suis pas forcément très happée par ces cultures, mais franchement ce film c'était une super bonne découverte. Donc au casting de ce film, vous avez Tom Cruise dans le rôle de Nathan Algren, donc là pareil je sais plus comment ça se prononce mais bon bref. Donc vous avez aussi Ken Watanabe dans le rôle de Katsumoto, ou autrement dit Le Dernier Samouraï. Donc vous avez un duo avec ces deux personnages très intenses, honnêtement très intenses tout au long de ce livre. Tout au long de ce film. Oh là ça y est, salut je m'en vais. Donc je vous parlais de l'ère Meiji parce qu'effectivement ce film se passe à la fin de l'ère Meiji. C'est une adaptation libre de la rébellion de Satsuma qui s'est déroulée en 1877. Libre ou pas, franchement l'histoire est quand même là et honnêtement ça envoie quelque chose. Donc dans ce film, on va suivre le capitaine Nathan Algren qui est un vétéran de l'armée américaine. Et pourquoi il se retrouve au Japon? Parce qu'il est censé aider le nouveau gouvernement japonais à mettre fin à la rébellion des samouraïs. Pourquoi les samouraïs se révoltent? Tout simplement parce qu'ils sont contre l'occidentalisation de leur pays. Ils veulent garder leurs coutumes, il est contre que le nouveau gouvernement mis en place veut prendre des coutumes occidentales. Et comme tout changement, évidemment, il y aura toujours des conservateurs qui veulent garder leur culture. Cela dit, ça aurait pas été plus mal si ça avait gardé leur culture. Ça c'est juste mon avis personnel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, c'est très explicitement dit à la fin de ce film. Je vous laisserai découvrir la scène finale où moi j'ai chialé comme pas possible. Où finalement, il y avait quand même le gouvernement qui voulait exterminer
exterminer les samouraïs, hein. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Et en fait vous allez voir qu'il y a quand même un petit côté sentimentaliste du fait qu'on a tourné une page et vraiment l'interprétation de la fin c'est vraiment du côté est-ce qu'ils ont bien fait ou est-ce qu'ils ont mal fait. Moi je suis côté du ils ont mal fait de faire ça dans le sens où ils auraient pas dû vraiment couper la culture des samouraïs. Bon après ça c'est juste un avis personnel. C'est quand même bien pondu quoi à la fin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que ce film je trouve il a énormément de mérite parce que le capitaine Nathan Algren a aussi combattu aux côtés de l'armée américaine dans la conquête de l'Ouest et il s'est retrouvé aussi dans le côté il a dû exterminer les Indiens. Donc là on a certes double culture essentiellement japonaise mais on a aussi un parallèle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc c'est ça en fait l'histoire, hein. C'est est-ce que Nathan Algren va suivre le commando et exterminer les samouraïs, refaire entre guillemets l'erreur qui a été faite aux États-Unis avec les Indiens, ou est-ce qu'il va être contre ce fait et il va se mettre du côté des samouraïs. Ça c'est ce que je vous laisse découvrir et ça va être vraiment toute la symbolique de ce film que je trouve extraordinaire. Les images sont grandioses, les paysages qui ont été choisis sont incroyables, le jeu des acteurs est oufissime. Bref, c'est un livre si vous aimez le Japon et si vous aimez l'historique que je peux que vous encourager à regarder. Et même si vous êtes ni historique, ni Japon, ni coloniste, tout ce que vous voulez, honnêtement, qu'il faut vraiment découvrir parce que c'est un film incroyable avec une très bonne réalisation. Donc si je me trompe pas, il s'agit du deuxième livre que je vais vous présenter et il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soula. Donc dans ce livre déjà on a un côté historique avec un côté contemporain mêlé à du fantastique que moi j'ai adoré. En 1467, on va suivre le destin d'une jeune femme et en 2016, donc c'est entrecroisé tout ça et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Et en 2016, nous allons suivre une jeune adolescente japonaise, hein. De toute façon les deux héroïnes là sont japonaises. Et honnêtement j'ai bien aimé l'idée, mais pour moi il y a beaucoup de choses quand même qui vont poser problème. Donc en 1467, nous allons suivre une kitsune du nom de Hikari qui malgré sa condition est obsédée incroyablement par le monde humain et malgré les interdictions va quand même s'en rapprocher. Elle va tellement s'en rapprocher que finalement un jour elle va croiser le chemin d'un certain bûcheron et là il va commencer à se passer énormément de choses et énormément d'intrigues fantastiques liées en fait à ces figures de la culture japonaise et kitsune. Et donc bien sûr hein, cette rencontre ne va pas être sans conséquences comme vous pouvez sans doute le comprendre, sinon il n'y a plus d'intérêt dans ce roman. Et en 2016 nous allons suivre une jeune adolescente du nom de Mina et Mina elle a quand même cette faculté de voir les morts, de voir les esprits. Et donc déjà là vous allez vous en douter, il va y avoir un lien avec Hikari, vous pouvez vous en douter parce que finalement il y a quand même deux univers qui sont entremêlés. Donc celui des esprits et des figures japonaises et kitsune et etc. Sauf que Mina, elle voit pas ce don comme quelque chose de positif, elle le voit comme une malédiction et vous allez voir que même si c'est une malédiction ça va pas mal l'aider et surtout elle va avoir une amie qui elle voit ça comme un don et qui normalement devrait avoir ce don et qui ne l'a pas. Et malgré cette différence donc de don et de malédiction, les deux jeunes femmes, enfin les deux jeunes adolescentes disons, vont nous inviter dans un folklore japonais très présent, donc avec des coutumes ancestrales, ainsi que dans le folklore des kitsune finalement avec Hikari. On est vraiment plongé autrement dans la culture japonaise et je dirais même une culture légendaire. Et l'autrice, elle a tellement bien fait les choses que si vous êtes perdu donc avec les différents noms des créatures de la culture japonaise, à chaque fois elle vous donne une définition, donc là-dessus pas de souci. Moi je m'y connaissais absolument rien, je n'ai absolument pas été perdue parce qu'on nous donnait des définitions qui aident quand même pas mal. En revanche, quand j'ai lu ce bouquin, je crois qu'il fait à peu près 600 pages. Je l'ai plus avec moi, mais dans mes souvenirs, il fait 600 pages. Quand j'ai passé les 200 pages et que je voyais toujours pas l'intrigue, là, ça commençait à m'hérisser le poil, en fait. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un lien entre les deux, sans doute. Alors, j'ai cru savoir quel était le lien. J'ai su le lien que les deux personnages, Mina et Hikari, avaient ensemble. Je l'ai senti. Bon, par contre, la toute fin, le dénouement, je l'imaginais pas comme ça et j'aurais pas pensé à ça. Mais ouais, enfin, moi, ce qui me posait problème, c'est qu'il y avait pas trop de suspense non plus, quoi. C'est-à-dire que, ok, le dénouement était pour moi inattendu, mais en soi il n'y avait pas tellement de suspense quoi. C'est-à-dire que c'était un peu dur quand même de s'accrocher à ce bouquin. Moi, selon mon avis. Hein. Et après, un autre fait qui m'a agacée pendant ma lecture, donc qui n'arrangeait rien, c'est qu'il y avait énormément de fautes dans l'édition. J'étais en train de me dire, mais comment on a pu passer ça quoi? Des fois, il y avait des erreurs énormes, c'est-à-dire sur la même page, vous avez eu deux fois le même paragraphe. Genre,
quel est le correcteur qui a laissé passer ça? Il y avait des fautes d'orthographe aussi, j'ai dit c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est il y a une erreur dans l'impression, je sais pas quoi, et que c'était moi qui avais eu une des premières éditions qui a été faite parce que je l'ai acheté au tout début de la sortie du bouquin, donc ça fait il y a un an. Mais même sans ça, il y avait quand même des problèmes de référence dans le texte quoi. Il y a des paragraphes, au bout d'un moment, il y avait tellement de pronoms, on savait même plus qui était qui. Voilà, et ça c'est vrai que ça m'a aussi freiné dans la lecture, donc j'espère que si vous l'achetez maintenant, que ça a été corrigé, donc j'espère juste que c'était une erreur d'impression. Sinon là il y avait vraiment un problème et je trouve que c'était un manque de professionnalisme, honnêtement. Bon, cela dit, ça restait quand même une histoire sympathique, hein. Je suis pas là pour décrire le bouquin, c'est juste que moi j'étais insensible, donc d'ailleurs je me demande même si je vais garder le bouquin parce qu'honnêtement c'était pas oufissime non plus. Après c'est vrai qu'on n'était pas non plus dans un monde tout rose, hein. Il y avait beaucoup de scènes macabres quand même, donc ça y allait plutôt bien. Donc ça a arrangé avec une sorte de réalisme qu'il pouvait y avoir, donc ça pour le coup ça m'a pas forcément dérangé. Il y avait quand même un bon folklore japonais qui était là. J'en ai appris finalement sur les différentes composantes de la culture japonaise, mais après ça m'a pas marqué quoi. Ça reste quand même à découvrir si vous aimez le Japon, j'ai pas le contraire, peut-être que j'ai pas aimé parce que je suis pas très Japon finalement. Ça reste pas mal mais il y a des défauts. C'est mitigé pour moi. Alors le prochain livre que j'ai à vous présenter, honnêtement j'en attendais rien. Franchement j'en attendais strictement rien. Il s'agit du parfum de Katsu, écrit par, je sais même plus. Ah oui, j'ai des fiches parce que j'ai pas les bouquins avec moi. Pierre Volange. Alors comment vous dire que ce livre, j'en attendais strictement rien. Vous avez, enfin, c'est un livre qu'on retrouve chez France Loisirs. Donc en fait, chaque trimestre à peu près, vous avez un livre à acheter chez eux. Et honnêtement, je savais pas quoi prendre à ce moment-là. Puis je me suis laissée tenter là-dessus. Et finalement, c'était pas mauvais. C'était vraiment pas mauvais. Alors c'est un roman historique où on va suivre Toro et Katsu. Donc Toro c'est le futur daimyo donc, du clan. Donc le daimyo en grosso modo c'est le seigneur du clan quoi. Pour ceux qui savaient pas, enfin moi je le savais pas donc voilà, j'apprends un truc. Et il est contraint évidemment hein, d'épouser une femme qu'il n'aime pas du nom de Akeko. Mais ce mariage est tellement important pour unir des clans contre un clan adversaire ennemi. Hein, évidemment s'il aimait cette femme, hein, il n'y aurait plus d'histoire comme vous pouvez vous en douter. Et d'un autre côté nous suivons Katsu, donc une jeune paysanne. Évidemment elle est mariée. J'ai envie de dire évidemment mais c'est vraiment pas drôle. Mais évidemment on a le cliché quand même de la femme battue malheureuse dans son mariage avec la belle famille tournée contre elle. Donc là on a un cliché énorme. Vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Donc évidemment un jour elle va rencontrer Katsu en, comment dire, attendez je cherche le mot là, en faisant une entrave au protocole. Non c'est pas exactement ce mot là mais vous voyez ce que je veux dire. Qui va enfreindre, voilà, enfreindre le protocole, aborder un jour Toru. Et là évidemment, enfin non c'est pas pour ça, c'était parce qu'elle va aider le père de Toru. Et évidemment bah pour la remercier on l'a fait inviter au palais royal. Et là il va y avoir une histoire entre Toru et Katsu comme vous pouvez vous en douter. Et on a le cliché fou de l'histoire d'amour quoi, comme vous voulez. Très cliché, honnêtement j'ai cru que j'avais pas aimé mais finalement ça allait. Alors pourquoi je disais que ça allait? Parce que franchement ça a quand même pris le temps de se construire. C'est pas une romance en mode hey, salut, on se connaît pas mais on s'aime quand même tu vois. Non non, il y avait vraiment pas ça, ça a vraiment pris du temps. Il y a vraiment eu des intrigues de jalousie avec Akeko par exemple. Là où ça a été pourri c'est quand si Akeko voyait rien et que ça se passait calme quoi. Non là il y avait vraiment un jeu de jalousie, il y avait quand même un jeu historique du sort que la paysanne normalement n'a pas le droit d'aller voir son seigneur comme ça. Il y avait vraiment des contraintes dans cette relation qui étaient là. Le soleil revient en plus, c'est trop génial. Il y avait quand même un jeu sur les contraintes historiques qu'on pouvait retrouver à l'époque qui était là. Donc moi forcément ça m'a pas choqué, au contraire, ça a été bien mené là-dessus. Pourquoi je parais rose quand il y a le soleil? Je suis pas rose quand même. Je sais pas si ça va faire ça au montage, mais je suis rose là les gars, waouh. Du coup je sais plus ce que je disais les gars. Je sais plus. Ah ça y est, le soleil s'est barré. Mais en gros, ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est ce que je disais, hein, c'est que ça prenait le temps de se voir, il y avait le côté historique. On en apprenait un peu plus aussi sur le Japon des samouraïs. Dans une fiction, certes, mais on voyait à peu près comment ça pouvait se passer, notamment au niveau des coutumes. Donc ça aussi j'ai aimé le retrouver. Et ce qui fait que, en fait, tous les personnages étaient attachants finalement. C'est-à-dire que même le mari de Katsu, qui est un gros connard, on va pas se mentir que c'est un connard, mais même lui, vu qu'il, je sais pas, il y avait une sorte de réalisme dans son roman qui disait que même lui on était plus ou moins attaché, même si c'est un gros connard en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, il y avait tellement un réalisme dans ce roman que c'était sympa. J'ai beaucoup été attachée par les personnages de roman Katsu et Toru principalement, ainsi que le père de Toru qui a une importance quand même pour Katsu. En fait c'est ça, en fait c'est soit on n'accroche pas, mais vraiment comme l'intrigue amoureuse n'était pas forcément omniprésente et on se concentrait pas forcément là-dessus, on se concentrait aussi sur l'aspect historique. Ce qui fait c'est que le roman est quand même assez digeste et il est quand même assez sympa à lire. D'ailleurs il y a un tome 2 qui est sorti, peut-être que je le
lirai. Je ne sais pas encore. Peut-être j'irai le chercher parce que je l'ai vu l'autre jour qu'il y avait le tome 2. Parce que même si le tome 1 finalement ça me va, j'avais pas forcément la curiosité de lire la suite, malgré le fait que j'ai beaucoup aimé parce que je pense que ça pouvait s'arrêter là. J'ai quand même envie de savoir la suite finalement. Après là, je suis pas forcément claire dans mes propos parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Hein. Tous ces livres, ça fait un moment que je les ai lus d'ailleurs, ça date du confinement, donc imaginez-vous un peu. Mais finalement, c'était pas si mal. Franchement, c'est une des seules romances que j'ai appréciées en fait en littérature, surtout dans le contemporain. Là. Non, finalement, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. J'irai lire le tome 2. J'irai lire le tome 2. Bon alors soyons honnêtes, si je vous prends moins de 2 comme ça, c'est qu'il y a eu un problème au montage. Donc je reviens là tout de suite vite fait pour vous représenter le dernier livre et dernière chronique de cette vidéo qui sera consacrée à Geisha d'Arthur Golden. Donc ce livre prend la forme d'un roman mémoire, ici d'une vie de geisha, mais cette geisha n'a pas réellement existé, c'est Arthur Golden qui l'a inventé. Donc il a inventé l'histoire d'une célèbre geisha au nom de Sayori, qu'on va suivre ici de son enfance jusqu'à sa vie de jeune femme. Il y a un événement précis jusqu'à lequel on va suivre sa vie, mais ça je vous le dis pas parce que sinon c'est vous spoiler le bouquin. Mais en fait ce qu'il faut comprendre dans ce livre, c'est que Arthur Golden ici a rassemblé en une seule jeune femme, en une geisha. Prenez le terme que vous voulez parce que là j'avoue je suis à bout. Parce qu'il faut savoir que ça fait la 3e fois que j'essaie de tourner cette fin de vidéo. Donc réunir en un destin tout ce qu'une geisha peut vivre au cours de sa vie. Et là vous pouvez me croire, être geisha c'est pas vraiment de gaieté de cœur qu'on peut faire ça. Hein. On nous fait bien comprendre que c'est pas forcément les geishas qui choisissent de devenir geisha. En tout cas c'est le cas de Sayori, elle a pas tellement décidé, disons c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle à un certain moment de sa vie, mais on se rend compte quand même que c'est pas de gaieté de cœur et surtout qu'elles peuvent vivre des choses horribles. Par exemple elles n'ont pas le droit d'aimer l'âme qu'elles veulent, elles n'ont pas le droit non plus de décider avec quel homme elles vont faire leur première fois par exemple. Et surtout moi ce qui m'a frappé c'est que ce livre respecte les geishas, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, et c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'on compare les geishas à des prostituées, qu'elles ne le sont pas du tout, elles sont des dames de compagnie. Et en fait ce livre vraiment contraste la nature de geisha avec la nature de prostituée. En faisant ça, notamment ça va un extrait dans le livre où on a une confrontation entre l'univers des geishas et l'univers des prostituées, donc là vous voyez que ça n'a rien à voir. Mais tout ça pour dire que vraiment Arthur Golden respecte la nature de geisha et il décrit leur vie avec respect et surtout avec une vérité sur leurs conditions. Honnêtement je pense que pour un américain c'est remarquable tout le travail qu'il a fait. Je crois même qu'il a été aidé par une geisha qui a parlé de son vécu pour qu'il puisse écrire ce livre, mais honnêtement dans le genre c'est vraiment une référence. Donc si vous avez envie de découvrir, je dirais pas un témoignage, mais ce que ça pouvait être la vie d'une geisha, parce qu'aujourd'hui ça a un peu changé quand même avec le tourisme, bah, je vous invite à lire ce livre, c'est une référence dans le domaine. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, il y a un film qui a été fait, mais là vous avez beaucoup moins la perception des sentiments de Sayori vis-à-vis de sa condition, vis-à-vis de l'homme qu'elle aime finalement, parce qu'il y a aussi cette intrigue amoureuse en plein milieu du roman. Enfin bref, c'est un livre à découvrir. Dans la façon dont j'en parle, j'avoue je suis à bout. Je vous explique en barre d'infos pourquoi ça se termine mal comme ça dans cette vidéo. Enfin bref, là j'avoue je suis à bout avec ce montage. En tout cas j'espère quand même que j'aurais dit l'essentiel sur ce roman. Enfin c'est le livre que j'ai le plus préféré parmi les 4 que j'ai pu lire. Donc c'est aussi pour ça que souvent quand j'adore des livres j'ai du mal à trouver les mots. Ça fait un peu longtemps que je l'ai lu, je l'avoue aussi. Mais enfin bref, c'est une référence, c'est très beau, c'est très bien écrit. Sayori est attachante, il y a d'autres personnages qui sont attachants. Je peux que vous inviter à le lire. Sinon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu hein, honnêtement, parce que j'ai un peu la pression, je viens de monter le reste. Plus j'avance sur cette vidéo, au montage et tout, moins je l'aime, mais j'espère que vous ça vous ira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de vidéo destination peut vous intéresser dans l'avenir. J'essaierai de faire une autre vidéo sur le Japon, mais cette fois avec des auteurs japonais, ça peut être bien aussi pour voir le contraste. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous intéresser. La prochaine vidéo que je mettrai sur ma chaîne, je sais absolument pas qu'est-ce que ça va être. Je ne sais absolument pas. Et normalement, il y a un projet qui va sortir ces prochaines semaines, normalement. Si tout se passe bien avec le Covid. Normalement, donc ça sera un projet, enfin si on peut appeler ça un projet. C'est pour mon cours de patrimoine naturel qu'on doit le faire. J'espère que tout va bien se passer, qu'on pourra le mettre en place. Sinon, des thèmes qui vont arriver, ça va être tout ce qui est axé genre historique. Mais quand est-ce que ça sortira, dans quel ordre, tout ça, je sais pas. Comprenez aussi que j'ai beaucoup de mal avec les cours. Voilà, donc si j'ai du retard, s'il y a des semaines où il y a rien, ne m'envoyez pas. Et bon bah sinon moi, je vais retourner au montage pour que vous ayez cette vidéo le plus rapidement possible. Je vais continuer mes cours et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!